formation sur mesure. Oui, on est au courant parce qu'on est à l'intérieur du karaté. Rien ne peut se faire à l'intérieur de la fédération, surtout parmi des membres qui sont surtout des membres même du comité directeur sans qu'on soit au courant. Maintenant, nous ne sommes pas dans les accusations, dans porter presse comme disait Youssou N'Dour. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a des choses à discuter au niveau de la fédération, il y a des instances qui sont habilitées à faire ça, à savoir le bureau, le comité directeur. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a convoqué un comité directeur pour discuter de ces aspects et parler de certaines, je disais, interpellations. Par rapport au fonctionnement de la fédération, il faut savoir que à l'intérieur de la fédération, personne ne récupère de l'argent autre que le trésorier général de la fédération. Quand on parle d'argent de la fédération, que ce soit les affiliations, les engagements des membres, de manière exclusive, il n'y a que le trésorier de la fédération qui les prend. Quand il s'agit de compétition internationale, c'est le ministère qui définit les officiels qui doivent accompagner les délégations. Et les 5 officiels de ces délégations pour une compétition internationale sont le délégué ministériel, le délégué fédéral, le médecin et 2 coachs. Parmi les coachs, on peut avoir soit un directeur technique et son coach ou bien 2 coachs. Donc, parmi ces officiels, il n'a pas été cité ou mentionné que le trésorier doit forcément participer à la délégation ou voyager avec les équipes nationales. Ne comparons pas par rapport au football où le football déplace 52 personnes. C'est la délégation d'un match de football avec l'équipe nationale, c'est 52 personnes. C'est ce qu'ils ont la fédération à négocier avec le ministère. Nous, à ce niveau-là, pour toutes les autres fédérations, quelle que soit la taille de la délégation, c'est 5 officiels. Et lorsqu'on voyage, c'est le délégué ministériel qui est censé garder l'argent du ministère. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas le président ni le trésorier général de la fédération. Donc ça, c'est pour être clair par rapport à ce que le ministère a décidé. Ce n'est pas des décisions de la fédération. Maintenant, il se trouve qu'au niveau de la fédération, à chaque fois qu'il y a une délégation qui se déplace, je parlerai plus des équipes nationales, la fédération a tout fait pour s'organiser pour que le trésorier puisse se déplacer. Mais ce n'est pas une obligation. Si le délégué doit prendre l'argent, le trésorier, quel sera son rôle sur place? Donc c'est un biais, je dirais, en plus, parce que n'oublions pas que les autres fédérations, quand elles se déplacent, il y a toujours un problème de nombre. Nous, dans nos catégories, déjà, on souhaite déplacer 25 ou 30 athlètes, déplacer des entraîneurs, on fait du kata, on fait du comité, il y a des entraîneurs, il y a le directeur technique, il y a des arbitres qu'on doit déplacer. Est-ce que à ce niveau-là, il y a un arbitrage qu'on ne devrait pas faire entre déplacer un trésorier qui, peut-être, si le délégué ministériel est là, ne servira à rien, ou bien déplacer un trésorier pour avoir une place et laisser un arbitre ou laisser un coach ou laisser un autre officiel. Donc, depuis que je suis président de la fédération, pour toutes les compétitions internationales où la fédération s'est déplacée avec le trésorier, c'est le trésorier qui a reçu l'argent. Mais le ministère ne traite pas avec le trésorier. Le ministère traite avec la personne morale de la fédération, c'est-à-dire le président de la fédération. Donc, à chaque fois, c'est le ministère qui m'a appelé, qui m'a remis l'argent. Quand le trésorier voyageait avec nous, le trésorier venait, je lui remettais l'argent. Mais pourtant, je suis le responsable de la délégation. Ça, c'est au cas où, par extraordinaire, on n'est pas accompagné d'un délégué ministériel. Mais s'il n'y a pas un délégué ministériel, c'est le président de la fédération qui devient automatiquement le délégué ministériel. Parce que c'est la personne morale de la fédération. Et à ce titre-là, même s'il remet l'argent au trésorier, le responsable principal de la délégation, c'est le président. Donc, s'il y a un cas de problème, c'est à lui qu'on demande de rendre des comptes. Il nous est arrivé de voyager et qu'on soit court sur les dépenses. Mais pourtant, ce n'est pas au trésorier qu'on demande de sortir son argent, c'est au président qu'on demande de sortir son argent. Donc c'est le président qui est le responsable de la délégation, qui est le responsable de ce financement et tout. Donc ça n'a jamais été un problème. Et à plusieurs reprises, je pense que dans tous les déplacements qu'on a eu à effectuer à l'étranger, que ce soit championnat du monde, championnat d'Afrique, je remettais une partie de l'argent au trésorier, je gardais une partie. Et lorsqu'il finissait ses dépenses, il revenait, on faisait le point et je lui remettais l'argent. Donc ça n'a jamais été un problème. Et pour toutes les compétitions internationales, on a toujours remis un dossier du rapport financier pour la compétition.
Et ce qu'on fait, c'est toujours, vous pouvez vérifier au niveau de notre trésorerie, on fait un document avec le rapport de la direction technique, le rapport financier, avec une copie de toutes les factures concernées qu'on remet au cabinet du ministre, on remet à la direction de la haute compétition une copie, on remet les factures originales au niveau du DAGE qui est responsable, et puis on garde une copie au niveau de la fédération. Donc c'est ce qu'on a toujours fait, et à ce titre, à ce niveau-là, et jamais, au plus grand jamais, le ministre ne s'est déjà plaint, ou le ministère de manière générale, des dépenses qu'on a effectuées ou des factures qu'on a déposées à leur niveau. Il nous est arrivé d'avoir des dettes et au retour que le ministère puisse rembourser. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a été très transparent par rapport à la fédération. Donc le problème, ce n'est pas qui doit garder l'argent ou autre, c'est comment on doit gérer cet argent-là. Et je pense qu'à ce niveau-là, lors des dernières compétitions internationales, pour la Turquie, j'ai fait un rapport qu'on a transmis au ministère des Sports. Pour le deuxième, j'ai discuté avec le comité directeur pour expliquer le pourquoi le trésorier n'a pas fait le déplacement, parce qu'il y avait des fautes graves à son encontre, et à ce niveau-là, je ne me permettrai pas peut-être ici de divulguer c'était quoi exactement. Et c'était à travers ces fautes-là, on avait dit que il y a un membre de la fédération qui plus est trésorier, il y a des faits graves qu'on ne peut pas commettre et qu'on soit dans une délégation pour partir à l'extérieur. C'est ça qui a fait qu'il n'était pas partant. À la dernière compétition de la zone 2, tout récemment, c'est le trésorier qui était le président qui était responsable des finances. Mais il a décliné. Il a dit qu'il ne va pas assister à cette compétition. Ça, c'est un manque de responsabilité. Il a été élu par l'Assemblée générale pour être trésorier. Si on lui demande de faire son travail, il n'a qu'à faire. Lui, la seule chose qu'on lui demande à titre personnel comme trésorier, c'est de rendre des comptes. Parce que le rôle du trésorier, ce n'est pas juste de recevoir de l'argent, mais c'est aussi de tenir à jour les comptes de la fédération, de tenir à jour le journal des entrées et des sorties. Et ce travail-là, je ne pense pas que ça a été fait comme on vous souhaiterait que ça se fasse. Donc, et ça, je ne serais pas peut-être là en train de rentrer dans le débat. Donc, à ce titre-là, je pense qu'au niveau du comité directeur, on a suffisamment de personnes responsables qui, par exemple, s'il y avait des manquements ou s'il y avait des détournements à ce niveau-là par rapport au président, je pense que le comité directeur allait intervenir en toute responsabilité, ce que le comité directeur a toujours fait. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un problème de qui prend, c'est le ministère qui appelle le président, qui lui remet de l'argent. Si le trésorier doit voyager avec la délégation, c'est tout à fait normal pour raison d'une bonne organisation de lui remettre l'argent. Maintenant, si le trésorier ne voyage pas pour quelque raison que ce soit, c'est au président de voir comment s'organiser pour que les dépenses soient effectuées. N'oublions pas également que les textes prévoient tout. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer l'argent d'une compétition internationale qui saurait être gérée par le délégué ministériel comme l'argent de la fédération? Donc ça, c'est des discussions qu'on a eues à maintes reprises en comité directeur. Donc, et ça ne devrait pas poser problème. J'aurais souhaité qu'on me dise le président a détourné l'argent ou l'argent d'une compétition n'a pas été utilisé à bon escient, ça à la rigueur. Mais pour cela, je pense que c'est des détails, c'est accuser les gens pour accuser. C'est des gens qui peut-être n'ont pas connaissance d'un bon fonctionnement d'une fédération et qui, voilà, pour quelque raison que ce soit, sont en train de vouloir dénigrer la fédération, et ça ne passera pas. Vous savez, en tant que personne morale de la fédération, je suis responsable de la bonne gestion financière. Depuis que j'ai été élu en 2017, j'avais demandé à ce qu'on mette à jour les comptes de la fédération, qu'on modernise notre fédération. Ce n'est pas normal qu'en 2023, avec tout ce qu'il y a comme possibilité de paiement, qu'on continue à gérer nos finances avec du cash, sans pour autant avoir une comptabilité clair et tout. Donc, après l'Assemblée générale de 2023, avant même ça, à l'Assemblée générale de 2023, j'avais demandé à ce que les clubs nous aident pour déposer l'argent directement dans le compte de la fédération. D'une part, c'est pour nous permettre de montrer à la banque que nous recevons beaucoup d'argent et qu'on ait la traçabilité de notre argent sur le compte de la fédération. À un moment donné, on a vu qu'il y a beaucoup de clubs qui envoyaient directement leur affiliation ou l'engagement au niveau des compétitions dans le compte Wave du trésorier ou dans son compte Orange Money. Une fédération qui se respecte, comme la Fédération sénégalaise de karaté, à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution à ça. Ce n'est pas au compte personnel du trésorier qu'il faut envoyer de l'argent. Donc on avait pensé à un moment donné
par rapport à chercher un numéro de téléphone, avoir un compte Orange Money pour y mettre. Mais quand on m'a informé que la fédération avait la possibilité d'avoir un compte marchand, ce n'est pas un compte Orange Money. Compte Orange Money et compte marchand, c'est tout à fait différent. Le compte Orange Money, tu peux faire des dépenses, tu peux acheter, tu peux faire des transferts et ça reste dans votre compte. Pour le compte marchand, il faut avoir un INEA. Le NINEA de la fédération existe depuis le temps du président Maguette Sow. C'est lui qui avait créé un NINEA pour la fédération. Et pour le contrat avec Orange Money, il y avait une seule signature. C'est le président de la fédération qui a fait la demande pour qu'on puisse avoir un compte marchand. Donc quand Orange Money m'a informé qu'on avait la possibilité de l'avoir, donc on a ouvert un compte Orange Money. On en a un compte marchand du moins pour la fédération, avec à l'appui le compte de la fédération sur lequel les transferts sont effectués par Orange directement vers le compte de la fédération. Et le compte de la fédération, il n'y a que deux signatures, le président et le trésorier. Personne ne peut sortir de l'argent à la banque, au compte de la fédération, sans pour autant qu'il y ait les deux signatures. Juste à titre d'exemple, quelque chose qui est banal, on avait demandé un chéquier à la banque. Donc lorsque les chéquiers sont sortis, le trésorier est passé signer, mais il n'a pas pu récupérer les chèques. On a exigé que le président vienne signer pour qu'on puisse récupérer les chéquiers. C'était juste des chéquiers, c'était même pas de l'argent. Donc le compte Orange, le compte marchand, c'est pour faciliter le paiement au niveau des clubs. On est présent dans 11 ligues, donc très éloignées, et souvent les gens ont des difficultés pour se déplacer jusqu'à Dakar, pour faire un paiement de 50 000 ou 60 000, avec tout le temps que ça leur prend pour venir jusqu'au siège de la fédération. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est d'une certaine manière faciliter le paiement et rendre transparent le paiement. Et ça a été discuté en toute transparence au niveau du bureau à 2 reprises. Le trésorier était au courant de ces discussions-là. On en a discuté, le bureau a pris la décision après consultation, parce que c'est moi qui ai fait la proposition, parce que je souhaite une certaine transparence au niveau de la gestion financière. Donc le comité directeur a validé. Il n'y avait pas de personne n'avait dit par exemple qu'il était contre le compte marchand, ou même le trésorier avait dit que ça va lui faciliter la gestion de la trésorerie. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose à fouetter en chat. C'est dans le cadre de la transparence et c'est dans le cadre de la modernisation de la fédération. Certaines fédérations ici au Sénégal exigent le dépôt directement dans le compte bancaire de la fédération. Moi, je pense qu'on devrait applaudir le président. On devait applaudir le président pour faire de telle sorte que une certaine transparence dans la gestion financière. Ça, c'est pour essayer de sécuriser nos finances, essayer de sécuriser notre argent. Et je pense que tout à l'heure, j'ai présenté au comité directeur les relevés du mois de mai, les relevés bancaires, où on voit la traçabilité de tous les comptes marchands, de ceux qui ont payé par compte marchand. Je pense que présenter à des clubs pour dire à la responsable de club, le tel paiement que tu as fait, voilà la transaction au niveau du compte bancaire, et ça rassure et ça permet au moins au professeur de salle de savoir que le président de la fédération, son bureau et son comité directeur s'intéressent à sécuriser les finances pour que tout l'argent que les gens mettent à destination de la fédération soit utilisé dans le cadre de la fédération. Donc c'est uniquement ça, il n'y a pas autre chose dans ça. Je pense que c'est dans le cadre de la modernisation. On a parlé on a commencé pour les compétitions à ce que les gens s'inscrivent directement en ligne. On a parlé de développer un système d'information pour que les gens puissent avoir la liste de leurs membres directement sur parce que le monde est arrivé à ce niveau-là. Pour les compétitions internationales, on fait les paiements en ligne. On n'a jamais demandé au trésorier de faire les paiements en ligne parce que c'est avec le compte bancaire qu'il faut faire. Quand on inscrit nos athlètes au championnat du monde ou ailleurs, souvent j'utilise ma carte bancaire pour payer. Mais ça, c'est des informations que les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas. Donc, il faut inscrire les gens en ligne. Il faut souvent faire le paiement dans les 30 minutes pour que l'inscription puisse être validée. Mais ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on n'a pas l'habitude. Ce n'est pas une information à dire à tout le monde et tout. Donc, je pense que la création du compte marchand, c'est dans la nature des choses, ça c'est dans l'évolution de la fédération qu'on est en train de moderniser. On ne peut pas continuer à gérer nos ressources financières comme on faisait dans les années 80. Il y a beaucoup de paiements qui sont modernisés et qu'on a possibilité d'utiliser, donc c'est pour faciliter le paiement. Il n'y a aucune autre... et je pense que le comité directeur, en toute responsabilité, avait évalué la situation, avait vu que c'était un truc pertinent et tous les membres du comité directeur étaient d'accord sur ce principe. Il n'y a pas d'autre chose, c'est dans le cadre de la modernisation. Oui, il faut savoir que pour le centre, c'est moi qui ai fait les démarches. Depuis, je pense qu'on a commencé les démarches en 2020,
lors de la venue du secrétaire général de la WKF qui est japonais. Il était venu dans le cadre d'échanges avec le comité olympique parce qu'en ce moment-là, il n'était pas sûr que le karaté soit discipline olympique en 2024 avec la France. Et on voulait sécuriser pour que lors des Jeux olympiques de la jeunesse, que le karaté puisse être intégré. Donc à ce titre-là, lorsqu'on est parti visiter l'ambassadeur du Japon, donc en collaboration avec le comité olympique, le secrétaire général et son président, M. Dianja, il nous avait demandé mais pourquoi ne pas solliciter au niveau du gouvernement japonais une aide pour construire un centre. Parce que le karaté n'a pas de centre. C'est vrai que lorsqu'on veut nous entraîner ou préparer nos athlètes, on a l'habitude d'utiliser la salle d'échauffement du stade Marius Ndiaye, et quand il y a basket, on ne peut pas l'utiliser. Donc depuis l'année passée, avec l'arène nationale, on a pu avoir une salle pour pouvoir préparer nos... Donc à ce niveau-là, on a soumis la demande à l'ambassadeur. Donc le Japon l'a étudié. En ce moment, nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir la grande aide qui remontait à 300 et quelques millions. Finalement, ils nous ont dit qu'on ne peut avoir que 51 millions. On aurait pu, à ce titre, au lieu de faire un centre, chercher des équipements, mais on a demandé à faire un centre. Donc, les échanges ont continué pendant plus d'1 an pour trouver un entrepreneur, valider le devis, les conditions d'utilisation. Les Japonais nous avaient même donné un formulaire où ils nous demandaient quelle personne allait ou combien de personnes allaient s'occuper du nettoyage du centre avant même que les financements soient validés et virés dans le compte pas de la fédération, dans un nouveau compte que la fédération avait créé. Donc à la suite de ça, on leur a présenté un plan pour construire un centre. Donc, quand je dis un centre, c'est la première étape parce qu'on savait qu'avec 51 millions, c'est juste une partie qu'on pouvait construire. Et lors des discussions avec le comité directeur, on en a discuté à plusieurs reprises. On a retenu en priorité, nous, notre besoin, c'est d'avoir une salle d'entraînement d'abord. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a la possibilité de construire le siège et faire un centre d'événement? Ça, c'est la prochaine étape. Donc, à la suite de ça, ils ont validé les plans. Les Chinois, même le plan de fondation, le plan béton armé, a envoyé ça à l'ambassade, qui ont transféré ça à leurs experts au niveau du Japon, qui ont tout regardé avant de valider non seulement le devis, de valider avec l'entrepreneur. C'est l'ambassade qui nous avait même demandé de présenter des factures. Donc ce n'est pas le choix de la fédération, l'entrepreneur. On a présenté des factures, des devis à l'ambassade, et c'est l'ambassade qui a choisi et qui nous a exigé de travailler sur la base de ce devis et de cet entrepreneur et le plan qui a été considéré. Et actuellement, même pour des modifications, on est obligé de demander une autorisation au niveau de l'ambassade pour continuer. Donc maintenant, comment les décaissements ont été faits? Donc c'est sur la base du devis. Je faisais une demande à l'ambassade du Japon pour leur dire, voilà, pour cette demande, par rapport à ce qui a été décrit dans le devis, voilà certaines dépenses qu'on veut effectuer. Est-ce qu'on a autorisation pour faire un chèque? Ils me donnaient leur autorisation à le faire. Je mettais le chèque, je signais avec le trésorier, mais au nom de l'entreprise, de l'entrepreneur. Ce n'est pas à mon nom ni au nom du trésorier. Donc à ce titre-là, nous, on n'a reçu aucun argent par rapport au centre. Ça a été viré dans le compte de l'entrepreneur. Donc il y a eu 4 ou 5 décaissements qui ont été faits, donc qui ont abouti à ça. Je dirais malheureusement, il y a eu beaucoup de retard sur les travaux parce qu'on aurait dû terminer le centre en mars 2023, mais il y a beaucoup de concours de circonstances. Il y avait le retard sur la mise à disposition du site qui a été un peu en retard. C'est le ministre, l'ancien ministre des Sports, Matarba, qui nous a bien voulu nous remettre ça. Par la suite, les Chinois qui doivent faire la réfection du stade ont pris fonction et il y avait exclusivité par rapport au stade. Donc on avait des difficultés pour entrer, faire des travaux et tout. Donc c'est tout ça qui a fait qu'il y a eu des retards. On a eu à demander à l'ambassade du Japon un délai de prolongement pour terminer les travaux. Et actuellement, les travaux sont terminés par rapport à ce qui concernait le financement. Maintenant, il y a dans le contrat qu'on a signé avec l'entrepreneur, comme dans le contrat qu'on a signé avec l'ambassade, il y a des obligations. Donc, à la suite de ça, je disais, il y a l'ambassade qui m'a contacté pour venir faire une première visite avant de planifier
le déplacement de son Excellence, M. l'ambassadeur, il y a un cabinet d'expertise comptable qui doit vérifier, qui doit auditer le centre par rapport à l'entrepreneur. Même nos commissaires aux comptes ne sont pas indiqués parce qu'ils nous ont dit un cabinet externe, mais qui a de l'expertise comptable. Donc ça, c'est assez clair. On a échangé avec plusieurs cabinets qui nous parlaient de frais de 3 millions, de 2 millions 500. Vous savez ce que c'est qu'un cabinet d'expertise comptable. Les frais vont dépendre du montant du financement. Donc finalement, on a tombé d'accord avec un cabinet d'expertise comptable qui, à la suite, après la réception, va faire un audit en toute transparence par rapport à l'entrepreneur. Si par exemple la fédération s'était impliquée dans la construction ou dans les dépenses ou dans les échanges, mais à ce moment-là, l'entrepreneur ne pourrait pas, le cabinet ne pourrait pas faire un audit en toute transparence avec l'entrepreneur. Mais là, à ce niveau-là, nous, tout ce qu'on avait à faire, on lui a remis l'argent, les chèques et tout, c'est à lui maintenant de justifier les dépenses. Si par exemple, et dans le contrat qu'on a signé avec l'entrepreneur, si par exemple par extraordinaire, il y avait des dégâts par rapport au centre, mais c'est la responsabilité de l'entrepreneur. Nous, ce qui nous incombait ou ce qui incombe à la fédération, c'est d'avoir un site prêt, disponible pour qu'on puisse entraîner. Maintenant, le reste par rapport à l'entraîneur, c'est la responsabilité du président de la fédération, de l'entrepreneur, du cabinet et de l'ambassade du Japon. S'il y a des choses qu'on doit éclaircir en toute transparence, on va informer l'ambassade du Japon. Et à ce titre-là, je pense que je n'ai rien à me reprocher. Et je pense que l'entrepreneur, ce qu'il avait à faire quand on voit le centre, je ne dis pas que je peux jurer que tout l'argent a été dépensé, mais je pense que le devis a été fait en 2021 et les dépenses ont été effectuées en 2022 et les dépenses ont été effectuées en 2023. Et entre-temps, je pense qu'en termes de prix, je pense que les prix ont évolué. Mais pourtant, le devis n'a pas bougé. Parce qu'il n'était pas question au niveau de l'ambassade qu'on fasse bouger le devis parce que c'était 10 000 yens japonais et ça ne devait pas changer. Donc c'est avec ça qu'on a construit, malgré les prix qui ont augmenté entre-temps. Et je dirais rendre grâce à Dieu parce que maintenant, le karaté a un site fonctionnel qui est à sa disposition 24 heures sur 24. Et à ce niveau-là, je pense que tous les karatékas doivent applaudir. Parce que ce n'est pas par rapport à El Mokhtar lui-même, en tant que président de la fédération, mais parce que toutes les fédérations, depuis les années 80, ont tout fait pour avoir un centre pour le karaté. Mais peut-être que c'est arrivé sur mon mandat. Je ne me glorifie pas de ça parce que le président Souleymane Gueye a intervenu à plusieurs reprises pour qu'on puisse avoir accès à ces fonds avec son partenaire de Toshi. Le comité directeur a eu à faire beaucoup de démarches, beaucoup de pression au niveau du ministère, au niveau du comité olympique, jusqu'à ce qu'on reçoive ces financements. Donc ce n'est pas un centre de El Mokhtar, c'est un centre de la Fédération sénégalaise de karaté. Si par extraordinaire, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas dans combien d'années, je ne serai pas président, mais le centre restera pour la fédération. Donc ce n'est pas ma propriété, c'est pour le karaté sénégalais. Et je pense qu'à ce niveau-là, tous les karatékas doivent applaudir, les gens doivent être contents, féliciter non pas seulement le président, mais le bureau qui est là, le comité directeur qui est là et toutes les personnes qui ont eu à intervenir pour que ce site soit disponible pour les karatékas. Et je disais qu'on nous a même dit comment on va utiliser cette salle avant même que le financement soit disponible. Combien de séances d'entraînement on va y faire? Est-ce que les autres arts martiaux vont utiliser la salle, etc., etc. Et on a eu à répondre à toutes ces questions. Donc à un moment donné, ce n'était pas des questions où il fallait transférer ça en comité directeur pour prendre des décisions parce qu'on t'envoie un mail pour te dire que dans 2 jours il faut répondre. Mais en toute responsabilité, je sais ce que je voulais quand on mettait le projet et je sais de quoi le karaté a besoin en termes de site et je pense qu'à ce niveau-là on n'a rien à dire par rapport à ça et le karaté sénégalais doit être satisfait et je pense que les anciens présidents sont vraiment contents qu'enfin le karaté puisse disposer d'un centre pour se préparer, faire ses stages et tout. Et je précise qu'à la base, ça n'a jamais été une demande pour faire une salle de compétition. Mais une salle de compétition, c'est une salle qui va nous coûter des milliards. Qui va financer? On n'en a pas besoin. Le karaté, déjà, en termes de public, souvent quand on organise des compétitions, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Donc le stade Marius Ndiaye, comme on a l'habitude d'utiliser, ou bien à Thiès, ou bien à Guédiawaye, je pense que ça nous suffit pour l'organisation de nos compétitions. Mais ce dont on avait besoin, c'est une salle d'entraînement. Maintenant, plus tard, si on a l'autorisation d'aller chercher des fonds pour faire l'extension, transférer le siège,
faire un centre d'hébergement pour que nos équipes nationales puissent faire le regroupement ici en toute indépendance, je pense que c'est notre objectif. En ce moment-là, il y a beaucoup de choses que le karaté pourrait faire et le niveau du karaté sénégalais pourrait aller chercher le niveau mondial et le niveau africain parce que nos concurrents, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Maroc ou la Tunisie, ont leur propre centre et les internationaux travaillent à temps plein dans ces centres-là. Nous, pour l'instant, on n'a pas un centre pour que nos internationaux puissent travailler à temps plein, mais au moins on a un centre où, si on veut convoquer les équipes nationales à minuit, ben, on n'a pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Et encore une fois, ça appartient au karatéka, ça appartient à la Fédération sénégalaise de karaté. Et on s'en réjouit que ça soit disponible et bientôt on va procéder à l'inauguration du comité olympique parce qu'ils envisagent de prendre en charge certaines 10 disciplines, dont le karaté. Et à partir de 2024, il y aura 10 athlètes qui vont séjourner en Chine pendant une période de 3 mois durant les grandes vacances, en 2024, en 2025 et en 2026. On a eu aussi à échanger par rapport avec la Fédération royale marocaine de karaté, et c'est son président, M. Mokhtabil, qui nous a sollicité pour dire qu'il va accompagner la Fédération sénégalaise de karaté pour qu'en 2026, le karaté sénégalais puisse avoir des médailles. Et il projette à partir de 2024 qu'on puisse interner un certain nombre d'athlètes aussi dans leur centre pour qu'on puisse les préparer pour participer à des compétitions internationales afin qu'on puisse avoir des médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc à ce niveau-là, le travail est en train d'être fait et ça démontre de la crédibilité de la fédération. Parce que si le Maroc nous sollicite pour pouvoir mettre à disposition son centre pour travailler avec nous, c'est parce que le karaté sénégalais est crédible. Parce qu'on a des hommes de valeur, parce qu'on a des gens comme Souleymane Gueye qui sont à la tête de l'UFAC, on a des gens comme Pape Ismaël Ba qui est le directeur technique de l'UFAC, parce qu'on a des gens comme Doumbé Fall, arbitre, et Lamine Gueye qui sont dans la commission d'arbitrage. Et cette crédibilité, par le passé, des présidents comme Maguette Sow, comme tant d'autres, qui ont eu à apporter leur contribution dans le développement même de l'UFAC. Et ça continue. Et c'est ça qui a fait que le comité olympique a confiance en cette fédération, le ministère a confiance en cette fédération. C'est pourquoi aussi le président de la République, c'est lui-même qui a exigé aux Jeux olympiques de la jeunesse que le karaté soit une discipline additionnelle. Donc à ce titre, je pense que notre principale préoccupation, ça devrait être comment on doit aborder ces échéances, qu'est-ce que le karaté doit faire pour qu'en 2026 les attentes soient satisfaites, qu'on puisse travailler dans une dynamique de résultats. Mais dans toute organisation, il y a toujours des gens, je ne dirais pas qui sont mal intentionnés, mais peut-être qui ne sont pas satisfaits ou souvent qui vivent de certaines frustrations et qui veulent toujours secouer le cocotier, comme on dit. Mais nous, on n'est pas dans une dynamique de répondre à cette chose. On est dans le cadre du travail, ce qu'on a toujours fait. On est dans le cadre de la transparence par rapport à nos comptes, par rapport à toutes nos activités que nous faisons. Et Dieu merci, les résultats sont là. Donc il y a d'autres attentes en termes de résultats et on va travailler pour avoir ça. Maintenant, tout ce qu'on avait à faire pour un dialogue paisible au niveau de la fédération, on l'a tenté par le passé avec, au niveau de la Ligue de Dakar. Maintenant qu'on voit que les anciens ennemis se regroupent pour lutter contre la fédération, tant mieux peut-être qu'il s'est apaisé à leur niveau, mais il faut que ça soit pour l'intérêt du karaté. Il ne faut pas que ça soit pour les intérêts d'individus. Nous, ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt du karaté. On ne travaille pas pour notre intérêt personnel. Le karaté nous prend beaucoup de temps, c'est une passion pour nous. On aurait souhaité qu'on puisse travailler et je pense que le karaté actuellement au niveau du sport sénégalais fait figure de référence en termes de résultats, en termes d'organisation, en termes de modernisation et d'évolution aussi. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas mon mérite personnel, mais parce qu'on a réussi à coopter des gens comme le préfet de Dakar dans notre comité de directeur, à garder quelqu'un comme Maguette Sow, qui est ancien président de fédération, qui est toujours avec nous, qui nous accompagne. On a Abès Diop, qui à un moment donné, qui n'était plus dans la fédération, qui s'est revenu pour accompagner parce qu'il avait senti qu'ils avaient une dynamique pour faire avancer. Il y a d'autres gens qui sont à la tête, qui nous accompagnent dans le comité directeur, qui sont venus parce qu'ils sentent qu'il y a un besoin d'accompagner cette fédération et avancer. Et je pense que c'est ça qui est important. Quand une fédération regroupe autant de ressources humaines, le ministre Alioune Sarr qui est karatéka, le ministre Mansour Faye qui est karatéka, Ahmed Fall Braya qui est karatéka, qui a même
un complexe et qui nous accompagne, qui met à disposition son complexe pour des hébergements, pour nos arbitres et pour nos athlètes, je pense qu'on doit se glorifier de ça et éviter de faire des choses qui ternissent l'image du karaté sur des problèmes où il n'y en a pas. C'est des problèmes qu'on doit discuter en comité directeur et trouver des solutions. Maintenant, il y a des choses que la fédération n'acceptera pas. On n'acceptera pas que des gens fassent des fautes graves en interne et se permettent de dénigrer la fédération à l'extérieur. Il y a eu des fautes graves qui même méritaient des poursuites judiciaires. Vous allez le faire? Non, je ne dis pas qu'on va le faire, mais on a la possibilité de le faire. Mais on est en famille au niveau du karaté. Donc s'il y a certaines choses qui se passent, si on doit en discuter, on doit en discuter. Mais la fermeté doit prévaloir. Quand je vois des gradés parler de choses, accuser sans pour autant avoir de preuves, c'est dommage. Parce que le karaté nous enseigne l'humilité. Le karaté nous enseigne la solidarité. Le karaté nous enseigne l'honnêteté. Le karaté nous enseigne l'esprit de dialogue, l'esprit de pardon. Donc il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne. Donc quand je vois des gradés parler d'une certaine manière, faire des accusations sans pour autant avoir de preuves, je pense que c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on va dire à nos élèves? J'ai toujours dit au mini karaté, nous faisons du karaté, nous ne sommes pas des footballeurs, nous ne sommes pas des basketteurs. Ce n'est pas pour dire que dans ces disciplines-là, il y a n'importe quoi. Mais nous, en interne, il y a l'éducation, il y a la discipline, il y a certaines valeurs qui prévalent par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'esprit sportif, par rapport à d'autres choses. Donc, donnons le bon exemple, travaillons pour l'intérêt de cette fédération. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.